Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de C'est quoi ta spécialité? Aujourd'hui, on a reçu Dr Michelle Hood, qui est résidente en santé publique à l'Université de Montréal. Elle est venue nous parler surtout de sa résidence, donc de l'année 1 à l'année 5, qui incorpore aussi une maîtrise. Oui, elle a été vraiment authentique comme personne. Dans le fond, elle nous a parlé des difficultés que tu peux rencontrer comme étudiant en médecine. Là. Ça peut vraiment être difficile des fois, le parcours. Elle est venue normaliser ça. C'était vraiment intéressant là, d'entendre son discours. Ça fait du bien d'entendre ça, dans le fond. Là. Donc, on vous conseille vraiment de l'écouter. On vous souhaite une bonne écoute. Merci à notre commanditaire ArchiMD. ArchiMD est une firme de gestion de patrimoine spécialisée pour les médecins. Que vous soyez étudiant, résident, en pratique ou à la retraite, ArchiMD est une ressource accessible et professionnelle pour répondre à vos besoins financiers. En tant qu'étudiant, si vous avez des questions par rapport à vos prêts, vos assurances, votre marge de crédit ou encore vos investissements, vous pouvez avoir réponse à toutes vos questions dans un rendez-vous en ligne en moins de 20 minutes. On vous encourage à profiter de services professionnels personnalisés adaptés à votre situation. Vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo pour prendre un rendez-vous dès aujourd'hui. Donc, on remercie ArchiMD. Salut Michelle. Salut, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. On est super contente que tu nous aies fait une place dans ton horaire là, pour nous. C'était vraiment important pour moi de venir. Bravo pour ce que vous faites. Je trouve ça super pour orienter un peu les étudiants, leur faire connaître des spécialités. C'est le fun. Première question, on voulait savoir, est-ce que tu as toujours voulu être médecin? Oui. Alors, je sais pas pourquoi j'ai été chanceuse. Mon choix de carrière, en tout cas, mon choix de programme à l'université n'a pas été difficile. J'ai toujours voulu être médecin, mais c'est drôle parce qu'il n'y a pas de médecin ni de professionnel de la santé dans ma famille, ni dans mon entourage non plus. Mais en fait, c'est beaucoup... L'entraide a toujours fait partie de moi. Comme je me rappelle, quand j'étais très jeune, je trouvais les plus petits au parc pour aller comme les aider, tu sais. Et la partie comme biologie, le corps humain, ça m'a toujours fascinée. Puis l'anecdote que ma mère raconte toujours, quand j'avais 3 ans, je regardais la télé, elle est partie prendre une douche. Puis quand elle est revenue, j'avais changé de poste, puis j'étais en train de regarder une opération à cœur ouvert. J'adorais ça. Là, elle pensait que j'allais faire des cauchemars. Mais non, tu sais, j'aimais ça. Fait que bref, la médecine, ça a toujours été mon objectif. Puis après ça, le défi, ça a été le cégep pour avoir les notes pour rentrer. Mais heureusement, j'ai réussi à rentrer en médecine. Puis voilà, ça a toujours été mon plan. Donc, tu es rentrée directement après le cégep? Oui. Okay. J'étais un peu sur les fesses au niveau de ma cote R. Puis ça a demandé vraiment des nuits d'études. Peut-être un peu de chance aussi, mais vraiment beaucoup de travail. C'était pas facile pour moi, les notes. D'ailleurs, en médecine, j'en ai arraché au niveau des notes jusqu'à temps que je rentre à l'externat. Mais je voulais juste rentrer aux entrevues, là, au cégep. Puis aux entrevues, je suis arrivée là en me disant, je vais conquérir mon rêve. Je veux qu'ils comprennent que c'est moi parmi tous les candidats qui le veulent le plus. C'était ça un peu mon mindset. Puis, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais... Puis, fait que c'est ça. Je sais plus c'était quoi la question. Si je suis rentrée... je suis rentrée après le cégep tout de suite. Oui, c'est ça. Tu as fait ta médecine à l'UDM? Oui, comme vous, j'ai fait ma médecine. J'essaye de te tasser le micro en même temps que je te parle. C'est bon. J'ai fait ma médecine à l'UDM, oui. Toute ma médecine, puis ma résidence, je suis à l'UDM aussi. OK. Puis là, tu fais ta résidence en santé publique et médecine préventive. OK. Puis comment t'as su que c'est ça que tu voulais faire? Parce que là, on est juste on commence notre 2e année, mais on n'a pas été exposé à c'est quoi comme cette spécialité-là. On sait même pas. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Moi-même, je le sais même pas encore. Ça, c'est plus complexe. Fait que mon choix de programme à l'université a été très facile. Mon choix de résidence a été très difficile. Puis pour le reste de ma carrière aussi. En fait, j'ai découvert la santé publique grâce à IFMSA, qui est la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine. J'ai commencé à m'impliquer dans la EMUM, qui est l'association des étudiants en médecine de l'UDM. J'étais représentante des communications. Puis, j'ai découvert le poste, pour faire une histoire longue, là, j'ai découvert le poste de la représentante aux affaires internationales et communautaires, là, quelque chose comme ça, qui est finalement la coordonnatrice du campus de l'UDM, d'IFMSA. Donc,
ça, c'était la personne qui s'occupait plus d'organiser des formations, puis d'aller vers les gens dans la communauté pour nous impliquer au niveau des populations vulnérables, au niveau de la santé mondiale, de l'environnement, des choses comme ça. Donc ça m'a parlé. Donc, je me suis renseignée, puis j'ai finalement appliqué sur ce poste-là. Et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer dans IFMSA. Alors, il y a plein d'opportunités dans cette fédération-là. Donc, on m'a proposé d'aller dans une assemblée panaméricaine, dans le fond, l'Assemblée des étudiants en médecine des Amériques, pour représenter le Québec avec d'autres membres de la délégation. Ouais. Et puis, cette assemblée-là a vraiment complètement changé ma vie. C'était plein de passionnés de santé mondiale, de santé publique, puis des gens qui voulaient agir pour lutter contre les inégalités, disons. Donc, j'ai commencé à m'impliquer là-dedans, puis j'ai fait plusieurs congrès. J'ai fait aussi des congrès de l'OMS et de l'OPS, qui est la branche panaméricaine de l'Organisation mondiale de la santé. Puis là, avec une délégation, je représentais les étudiants en médecine du monde et je voyais, il y avait en fait, c'est des délégations de tous les gouvernements des pays, soit des Amériques ou du monde. Puis c'est des gens qui travaillent à l'échelle très, très grande, mais pour faire des changements au niveau de la santé. J'ai trouvé ça tellement beau, voir qu'on pouvait agir sur le plus grand nombre, surtout pour les plus démunis. Parce qu'en clinique, disons, souvent, on comprend pourquoi une personne est malade. C'est pas juste parce que, je sais pas, là, elle s'est entraînée, fait qu'elle a fait une crise d'asthme, mais c'est, par exemple, parce qu'elle vit dans un milieu pollué. Ouais. Je donne un exemple comme ça. Ouais. Ou le cancer du poumon, mais c'est pas juste parce qu'elle a fumé toute sa vie. C'est parce qu'elle vient d'une famille de fumeurs qui ont été exposés à ça, qui venaient d'un milieu socio-économique plus faible, peut-être une éducation plus faible, par exemple. Fait que ça, on le sait, mais quand on est clinicien, c'est plus difficile d'agir sur ces déterminants-là. Donc, moi, c'est en découvrant cette branche-là qui agissait avant la maladie, puis surtout pour les populations plus vulnérables. C'est là que j'ai décidé d'aller vers la santé publique. OK. C'est une histoire longue parce que ça a pris beaucoup, beaucoup d'étapes puis de hasard, vraiment, pour que je me retrouve dans cette branche-là. Ça a été une décision difficile parce que j'aime les patients. Ouais. Donc, mais voilà, c'est ça qui m'a mené à ma décision. Ouais. Ça, c'était à ta combienième année de médecine? Ah, ça, c'est une bonne question parce que j'ai décidé d'appliquer en santé publique juste avant qu'on commence à remplir nos candidatures pour le CARMS. Okay. Donc, en rentrant en médecine, je pensais que je voulais être chirurgienne. Ensuite, j'ai voulu être pédiatre. Donc, j'ai fait tous mes stages d'externat dans le but d'être pédiatre. Ah ouais. J'ai fait des stages à option. J'avais déjà mes personnes pour m'écrire mes lettres de recommandation. Puis, ensuite, je me suis dit que j'aimais trop les autres personnes qui ne sont pas des enfants. J'aimais trop les adultes, les personnes âgées, la toxicomanie, les soins palliatifs, j'avais adoré. Donc, je m'étais dit, je vais aller en médecine familiale. Puis finalement, à force de vivre différents congrès puis de réfléchir à ce que je voulais avoir comme impact, j'ai commencé à y réfléchir. Puis j'avais même pas fait de stage de santé publique au Québec quand j'ai appliqué. Okay. J'ai appliqué quand j'étais en train de faire un stage à l'Organisation panaméricaine de la santé que je m'étais organisée, là, qui comptait comme un stage d'externat. Mais j'avais même pas complété ce stage-là. Donc, j'ai appliqué quand même. J'avais de l'expérience autre que de stage. Oui, Puis, fait que mon premier stage de santé publique au Québec, c'était comme résidente. J'ai un parcours un peu atypique là, pour ça. Ouais. Est-ce que c'est contingenté quand même, la résidence en santé publique? Ou Oui, c'est contingenté parce qu'il n'y a pas beaucoup de places. Okay. Donc, ça varie un peu avec les années, là, mais généralement, à l'UDM, il y a 2 places. À McGill, 1 ou 2 places. Okay. À Sherbrooke, 2. À Québec, 1 ou 2. Ça dépend des années. Donc, je sais que généralement, il y a beaucoup plus de personnes qui appliquent que de postes. Mais ça dépend des années, je crois. Okay. Ton processus CARM, est-ce que tu as fini par juste faire la demande en santé publique ou tu as gardé d'autres choses aussi? J'ai fait santé publique et médecine familiale parce que je pensais que je serais heureuse aussi en médecine familiale. Puis, il y a des opportunités aussi
pour se spécialiser dans certaines choses là, quand on va en médecine familiale, dont en médecine communautaire et tout ça. Mais ce qui était particulier de mon application au CARMS, c'est que j'ai appliqué seulement à Montréal. En médecine familiale, j'ai appliqué aussi Rive-Sud, Rive-Nord, puis bon, Laval, puis un peu plus loin sur la Rive-Nord, parce qu'à ce moment-là, je me sentais pas capable de déménager. OK. J'aimais mieux aller en médecine familiale à Montréal que en santé publique à Québec, par exemple, parce que je pensais que pour moi, je serais pas capable de déménager. J'étais bien à Montréal, puis être proche de mes proches, justement. C'est un gros changement, quand même, de déménager. C'est ça. Oui, c'est ça. Puis je savais que c'était risqué parce qu'en médecine familiale, quand même, ça peut être contingenté, les UMF, puis les endroits, les hôpitaux centraux, là. Mais à ce moment-là, c'était comme la limite que moi, je traçais. Mais c'est le fun d'entendre ça parce qu'on n'entend pas souvent un discours comme ça. Puis moi, ça a un peu dicté aussi mon choix de où j'allais en médecine, mais je trouve ça cool de t'entendre dire définitivement. Puis j'avais une autre particularité, c'est que pendant mon parcours en médecine, j'étais en couple avec un étudiant dans la même année que moi. Donc, on était en train de planifier le CARMS en couple. Puis finalement, on s'est séparés juste avant le processus du CARMS. Mais ça influençait un peu le contexte du CARMS, de vouloir rester près de chez nous. Puis je pense que c'est vraiment correct. Puis on le voit beaucoup comme une finalité, le CARMS. Moi, je le voyais comme ça. C'est ce qui a rendu ma première année de résidence très difficile parce que je me disais, bien là, ce que je vis en ce moment, ça va être ça toute ma vie. Est-ce que j'ai pris la bonne décision, tout ça? Mais il faut prendre la bonne décision pour nous à un certain moment, c'est-à-dire dans le présent. On est toujours capable d'adapter notre futur. C'est sûr, si je veux devenir orthopédiste, là, je vais avoir des croûtes à manger, là, vraiment. C'est un peu plus compliqué. Ça, ce serait très compliqué. Mais tu sais, on n'est jamais coincé. Puis si jamais on se rend compte qu'on n'est pas heureux, on aura toujours la possibilité de changer, même si c'est compliqué, même s'il faut aller dans une autre province, je sais pas. Moi, c'est le jour où j'ai accepté ça que j'ai été plus confortable avec ma résidence. Encore une fois, je me rappelle plus. C'était quoi la question? Moi non plus. OK. Bon, mais... C'est un beau conseil. Ouais. Ah oui, c'est ça ce qui a influencé mon choix. Puis si à ce moment-là, ben tu sens que tu dois aller dans telle ou telle région, par exemple, il faut considérer les conséquences possibles. Mais après, ben c'est important de s'écouter. Puis comme tu as dit, de penser à ce qu'on veut dans le présent. Oui, absolument. Ouais. Peux-tu nous raconter un peu la résidence, là, maintenant qu'elle est quasiment finie? Là? Oui. Dans quelques semaines, je pense. Ben, quand ça va être publié, le podcast, peut-être que je vais avoir fini. Mais là, en ce moment, c'est 1 mois et demi à peu près qu'il me reste de résidence. Le R1, pour moi, je le sépare en 2. Ma dépression puis la COVID, on va dire. Fait que le début du R1 a été difficile pour moi parce que, comme je vous disais, j'aime la clinique. Et R1, pour les étudiants en santé publique, c'est une année clinique comme la majorité des spécialités, où on fait un peu de tout. C'est plus comme communautaire, où on touche à des maladies qui peuvent être prévenues. J'ai fait, mettons, de la pédiatrie sociale, de la santé sexuelle, de la... comment on appelle, la réadaptation cardiovasculaire. Donc, pour des personnes, soit en prévention ou après avoir fait un infarctus, par exemple, ben, ils sont suivis, mais pour la partie prévention, saines habitudes de vie. Donc, ça donne quelques exemples. Puis à chaque fois que j'étais dans un stage, de un, je savais que c'est pas ça que je ferais dans la vie. Mais je pense que c'est un défi de plusieurs spécialités, ça. Quand tu commences la résidence, il faut que tu te donnes à fond dans des stages qui sont pas dans ton domaine, tu sais. Même si je pense que c'est important, tu sais. Mais c'est pas facile. Moi, ce qui était difficile, c'est que j'aimais ça, ce que je faisais. Puis je savais que je ferais pas ça plus tard. Et que je me rappelle, j'ai fait 2 stages avec Dr. Julien à la clinique de pédiatrie sociale. Puis là, moi, j'adore
travailler avec des patients enfants, puis comme adapter mon interaction avec les enfants. Puis là, j'étais en train justement d'utiliser toute ma créativité pour qu'un enfant me laisse l'examiner en le faisant rire, tout ça. Puis là, Dr. Julien, il m'a dit quelque chose comme « Ah, t'es tellement bonne, c'est vraiment une perte que tu t'en ailles en santé publique », quelque chose comme ça. Là, j'étais venue les yeux pleins d'eau, puis c'était comme... J'étais pas bien là, à ce moment-là, à cause de tous ces choix-là. Des reconsidérations de ce que je voulais faire dans la vie. Donc, c'est ça. De plus en plus, ça a été difficile pour moi de me rendre à mes stages. C'est exigeant aussi, les horaires, là. Fait que j'arrivais en retard ou des fois, je me trouvais des excuses pour mon retard ou pour le fait de ne pas aller en stage. Parce que des fois, on pense que la santé physique, c'est une meilleure excuse que la santé mentale, tu sais. Ah, j'ai la gastro. C'est plus facile à dire que j'ai pas été capable de me lever ce matin, par exemple. Oui. Puis ça m'était jamais arrivé... ça m'était jamais arrivé au point où j'en étais consciente. Là, donc, moi, je pensais que j'étais juste paresseuse. C'est pour ça que je trouvais des excuses. Pourquoi tu sais, mon cadran a sonné, je l'ai fermé, puis je me suis réveillée 3 heures plus tard. C'est pas acceptable, voyons, je suis paresseuse, tout ça. Bon. Ouais. Jusqu'à temps que je me dise, bon, je vais aller voir une psychologue, juste une séance, tu sais. Des fois, on est vraiment comme dans notre bulle, si on veut, puis on se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Là, ma psychologue, elle a dit, je pense que peut-être t'es en dépression. Là, j'ai ressorti mon DSM, parce que, tu sais, on est très rationnel. Puis là, j'étais comme, ben oui. Mais j'étais pas triste, mais j'avais de l'anédonie. Je ne sais pas si vous avez fait votre psy à date. Là, bon. Mais c'est un des 2 critères majeurs, plus d'autres critères mineurs. J'avais plein de critères mineurs, puis j'avais beaucoup d'anédonie, mais je n'étais pas triste. Donc, c'est pour ça que j'y avais pas pensé. Mais là, j'ai réalisé qu'elle avait raison. Puis je suis allée voir un médecin, puis j'ai pris un arrêt de travail, ainsi que psychothérapie, antidépresseurs, etc. Donc, j'ai arrêté 3 mois à l'automne de mon R1. Et puis... Initialement, je me sentais vraiment coupable jusqu'à temps que ma directrice de programme vienne prendre un café avec moi puis qu'elle me dise moi aussi, j'ai pris un arrêt de travail. J'ai fait un arrêt de travail quand j'étais résidente. Moi, je me mettais beaucoup de pression par rapport à la résidence. Puis elle m'a dit, écoute, continue ta résidence, fais ta maîtrise, parce que nous, R2, R3, c'est une maîtrise de santé publique. OK. Puis si tu te rends compte que tu n'aimes pas ça, tu changeras de programme. J'ai dit, mais oui, mais là, vous avez tout investi ça en moi. Puis elle dit, si jamais tu changes d'idée, tu changeras d'idée, moi, je t'en voudrais pas. Fait que c'est à partir de cette journée-là que j'ai pu commencer à aller mieux. C'est pour ça que j'en parle. Ça arrive tellement souvent qu'il y ait des arrêts de travail pendant la résidence ou pendant la médecine ou pendant sa carrière. C'est juste qu'on n'en parle pas. Fait que... Bon, c'est pour ça que moi, j'en parle. C'est ça. Fait que ça, bon, c'était pendant 3 mois de ma première partie de R1. Puis ensuite, quand j'ai recommencé, la pandémie est arrivée assez rapidement. Puis c'est bizarre, mais moi, je trouve que la pandémie m'a sauvée parce que ça m'a donné un sens puis un sentiment d'utilité que des fois, C'est sûr. Ouais, que des fois, on sent qu'on n'a pas. Fait que les résidents en santé publique, pendant la pandémie, on a été sortis de nos milieux de stage, tout le monde, puis on a été rapatriés à la santé publique pour prêter main forte. OK. Fait que ça a été une expérience très enrichissante. Fait que moi, j'ai fait parmi les premières enquêtes de cas à Montréal. OK. Initialement, moi, j'enquêtais, tu sais, les premières préposées aux bénéficiaires. Ça m'a montré beaucoup les déterminants de la santé, même en maladies infectieuses. Donc, moi, j'avais beaucoup de préposés aux bénéficiaires immigrantes, par exemple, d'origine haïtienne. Il y en avait plusieurs qui étaient mères monoparentales, qui ne savaient pas comment faire pour s'isoler aussi longtemps avec leurs enfants qui étaient malades, tu sais. Et il y avait beaucoup d'hommes aussi qui travaillaient, pour donner un exemple, dans des usines d'abattage, parce qu'on a besoin de continuer à manger, qui étaient beaucoup aussi réfugiés, par exemple, ou issus de l'immigration, puis qui avaient une précarité financière. Donc, il y avait vraiment beaucoup de détresse, ou des personnes âgées, où on parlait avec leurs enfants, tu sais. Mais ça a été une expérience super enrichissante qui m'a redonné la vision de ce que la santé publique peut avoir comme impact. Puis finalement, éventuellement, les stages normaux ont repris. Ouais. Ça a dû être spécial d'être comme un peu parachuté dans cette... la COVID, alors que tu venais de commencer, en fait.
C'est quand même cool. C'est une occasion qui se représentera pas. Mais on espère. On espère pas. C'est ça. Mais oui, définitivement. Tout était confiné, puis moi, je prenais l'auto de mon père parce que lui était confiné aussi, puis je m'en allais. Les routes étaient désertes. Je m'en allais à la santé publique, puis dans les tout petits corridors étroits, puis... Mais il y avait vraiment comme une mobilisation. Ouais. Puis j'ai eu l'opportunité aussi, vers la fin de la première vague, d'aller avec Dr Arruda au Parlement. Fait que j'étais à l'intérieur du Parlement, puis j'ai assisté à des briefings, là, séances de brefage politique et tout ça. Fait que définitivement des belles opportunités. Ouais. Donc, ensuite de ça, le reste de la résidence. C'est ça. Bon, ensuite, fait que R2, R3, bon, ça dépend des parcours, mais généralement, on fait la résidence. Donc, ma première année pas de résidence, on fait la maîtrise. Ma première année de maîtrise, on était en cours entièrement virtuel. Ça a été très isolant. C'est là que j'ai commencé c'est là que j'ai téléchargé TikTok, puis que j'ai découvert TikTok, éventuellement. Bon. Mais parce que j'étais vraiment isolée, j'étais toute seule avec mon chat. Puis j'avais des cours de plein de choses. Là, j'ai fait la maîtrise de santé publique, option, système et politique de santé. Okay. Fait que j'avais des cours, mettons un cours donné par un ex-ministre de la Santé sur comment avoir de l'influence sur les politiques publiques au niveau du gouvernement pour influencer la santé. Tu sais, c'était fascinant. Ou l'économie de la santé, comment utiliser des arguments économiques pour favoriser la santé. Puis ensuite, la deuxième année, j'ai fait mon stage de maîtrise. J'ai pas fait de recherche parce que je savais que je voulais pas faire ça dans la vie de la recherche, donc j'ai profité de l'occasion pour faire autre chose. Puis mon stage, avec beaucoup d'organisation, j'ai réussi à le faire à l'Organisation panaméricaine de la santé, leur bureau national au Panama. Donc, je travaillais au Panama avec l'OPS, qu'on appelle, et avec le ministère de la Santé du Panama. Ça, c'était une belle expérience. Là. Je travaillais sur le thème de la mortalité maternelle, puis de documenter... j'essayais de trouver c'est quoi les déterminants de la santé associés à la mortalité maternelle, plutôt que de dire « elle est morte d'une hémorragie ». Ben, j'exagère, mais elle est morte de la pauvreté. Tu sais, c'est quand même une exagération, mais je veux dire, c'est pertinent de documenter le contexte autour pour avoir des mesures efficaces pour prévenir après les décès. Tu as fait ça, mais c'était pas de la recherche, par exemple. Ou c'était de la recherche? Non. OK. C'était comme un stage de santé publique. OK. Ça, dans le fond, ça représente un peu ce que quelqu'un qui travaille en santé publique peut faire. OK. C'est-à-dire rechercher des causes, planifier des systèmes. Ouais. Je contribuais au système de données du ministère de la Santé pour ajouter des cases dans leur fichier Excel, mettons, leur registre des décès maternels. Oui. Puis après ça, faire un plan d'action pour utiliser ces données-là pour que ça mène à des changements. OK. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait en santé publique. Fait que c'était considéré comme un stage de résidence / de maîtrise. Là. OK. Et la maîtrise, les cours de maîtrise que tu prenais à ta deuxième année de résidence, est-ce que c'était juste des résidents en santé publique qui prenaient ces cours-là ou c'était des gens comme en sciences politiques ou d'autres? Mais en fait, c'est des étudiants à la maîtrise de santé publique. Donc, on est juste 2 résidents par année. Fait que moi puis mon collègue, en fait, on n'était même pas dans la même option. Donc, j'étais avec des gens qui avaient fait un bac dans autre chose. C'est ça, OK. Qui faisaient la maîtrise en santé publique. Beaucoup d'étudiants internationaux parce que vu que c'était virtuel, par exemple, je faisais un travail d'équipe avec une fille qui vivait au Mali, qui venait du Mali. Bon, mais elle avait été capable de s'inscrire au programme, puis là, on faisait pas les rencontres trop tard pour elle et tout ça. Mais non, c'était bien intéressant. On était parmi les seuls. Il y avait quelques médecins qui voulaient faire une formation complémentaire, notamment des médecins de famille. Mais c'est ça, la santé publique aussi. C'est très, très, très... interdisciplinaire. Oui. Fait que la maîtrise représentait ça. OK. Entre R4 et R5, donc c'est quoi? Ça ressemble à quoi la résidence? On les appelle nos stages de résidence senior, là, si on veut. Puis là, on va dans
différents services, différents domaines de la santé publique parce que c'est très vaste là, comme domaine. Donc, on touche à la prévention, promotion de la santé. Ça, peut-être qu'on y reviendra parce que c'est vers ça que je m'oriente pour ma carrière. Il y a des stages de maladies infectieuses. Donc, ça, c'est de la protection. La protection, c'est d'identifier des menaces pour la santé de la population et d'intervenir. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit des MADO, les maladies à déclaration obligatoire. Donc, il y a beaucoup de ça que les professionnels ou les cliniciens traitent. Mais les médecins, on est impliqués dans certains cas. On peut penser aussi à la tuberculose, qui est une maladie à traitement obligatoire parce que la tuberculose pulmonaire ou laryngée, la forme de tuberculose contagieuse, parce que c'est très difficile d'intervenir, puis il faut vraiment s'assurer que les personnes prennent leur traitement. On peut penser à la réduction des méfaits, qui est aussi dans le service de maladies infectieuses, mais par exemple, l'approvisionnement en matériel d'injection stérile, puis bon, assurer des environnements sécuritaires pour les personnes qui consomment des drogues, par exemple. Ensuite, on fait aussi de la santé environnementale. Donc, ça aussi, c'est un peu des deux. On veut créer des environnements autour des gens, des environnements physiques, des environnements de travail qui favorisent leur santé, qui protègent leur santé, mais on intervient aussi s'il y a une menace à la santé. Un exemple typique, c'est des feux de forêt. Pour des gens qui habitent proches des feux, donc on apprend aussi comme toutes les bases puis les fondements des interventions en cas d'événements climatiques extrêmes, de catastrophes naturelles, mais aussi pour des gens qui vivent dans un environnement pollué, là, où quand le smog arrive. Ça, c'est un autre exemple. L'eau aussi. On intervient quand il y a des intoxications liées à l'eau ou liées aux aliments. Est-ce que ça fait... Est-ce que ça fait qu'il y a beaucoup de travail sur le terrain? Bien, ça dépend des domaines. Par exemple, en santé au travail, oui. C'est qu'il y a tellement de types de professionnels en santé publique qu'il y a beaucoup, par exemple, des professionnels qui ont un contact avec quelques organismes ou avec quelques entreprises. Puis les médecins, ben on est là un peu au besoin, puis on a plus la vision macro. Mais ça arrive, oui, que les médecins aillent sur le terrain, notamment dans des entreprises en santé au travail. En santé environnementale, ça pourrait arriver s'il y a une catastrophe, par exemple, une usine qui explose, puis là, on doit savoir quelle substance pourrait avoir dans l'air, dans l'eau, dans le sol. Le médecin pourrait se déplacer. On fait des gardes aussi, fait qu'on commence pendant notre résidence à faire des gardes, soit en maladies infectieuses ou en santé environnementale, parce que c'est les deux domaines où la santé de la population pourrait être en danger très rapidement. Fait qu'on est de garde 24 heures pendant 7 jours. Il y a des semaines très, très, très tranquilles. Moi, j'ai eu plusieurs gardes de santé environnementale avec 0 appel. Mais si, pendant la nuit, une usine explosait puis qu'on avait besoin d'intervenir maintenant parce que sinon il y a des gens qui vont être intoxiqués, je ne sais trop, ben il faut qu'on soit disponible. Fait que c'est des événements, ça fait partie de notre résidence. On apprend beaucoup, beaucoup de scénarios qu'on va jamais voir. Je pense plus que d'autres domaines. Fait que mon examen, par exemple, mon examen du Collège Royal, il y a au moins la moitié du contenu que j'ai jamais vu. Donc, c'est pour ça c'est difficile. C'est difficile d'étudier pour le Collège Royal. Nous, on se prend 1 an d'avance. On a eu la chance d'avoir aussi un stage d'études comme de consolidation où on peut plus approfondir certains sujets. Parce qu'en santé publique, comme on l'a vu avec la pandémie, ben, les gens qui travaillaient sur la pandémie faisaient autre chose. Avant, il y avait en masse de choses à faire, mais il faut être prêt en cas d'urgence parce qu'on est les responsables de la santé populationnelle. Ça, c'est un des fondements de la santé publique, c'est la responsabilité populationnelle. Puis l'imputabilité, le médecin clinicien a l'imputabilité de la santé de ses patients. Nous, on a l'imputabilité de la santé de la population. Qu'on dit des fois, ben le risque, on peut penser que le risque est moins grand que, par exemple, dans une chirurgie, mais finalement, le risque, quand même à long terme, puis au niveau du nombre d'individus, est quand même là. Autre qu'une pandémie, ça serait quoi une urgence
pour quelqu'un en infectio? Ben, pour quelqu'un en santé publique, infectio, là. Une urgence, d'être par exemple, appelé. on a des maladies à déclaration, des maladies à surveillance extrême. OK. Parmi ça, il y a les agents de bioterrorisme. Fait que, par OK. exemple, l'anthrax ou la variole, Ouais. variole, là, qui a été éradiquée, mais il en reste encore dans des laboratoires, OK. donc ça pourrait être utilisé. Donc, c'est déjà arrivé qu'il y a une suspicion de cas de variole, puis ça, ben la santé publique au complet, on jette les tables à l'envers, puis Moi, j'ai déjà eu un appel sur une garde. Je pense que c'était service... Ah oui, c'est ça. C'est une dame qui m'appelle pour dire la fin de semaine, « Ah oui, je viens de recevoir un fax pour une déclaration de ma dose, c'est la variole. » Je fais la variole simienne. On l'appelait comme ça maintenant, Mpox. Là. OK. Non, la variole. Puis là, je suis comme, OK. Fait que là, j'appelle, c'était une déclaration comme d'un ambulancier. Là, on sait pas si les ambulanciers ont été exposés. Puis là, j'étais comme, OK, le problème est plus grave que ça. Là. Ce serait le premier cas à jamais dans les dernières décennies. Là. Tu sais, bon, je savais que c'était peu probable, là, mais j'ai appelé Info Santé. Ils sont comme, oui, c'est ça qui est marqué dans le dossier. La dame, elle pense qu'elle a la variole. Là, je suis comme, OK. J'ai quand même pris ça au sérieux, puis j'ai rapidement appelé à l'hôpital. Finalement, c'était pas la variole, là. Mais en tout cas, faut prendre ça au sérieux. Des urgences extrêmes, là, ça, c'en est un exemple. Si on a un échantillon d'eau contaminé par une bactérie, mettons E. coli, pour donner un exemple, ben ça, c'est une urgence. Si on sait que le système est contaminé, puis les gens sont approvisionnés en eau maintenant, là, ça, c'est une urgence. OK. Ça donne quelques exemples. Ouais. C'est intéressant. J'aurais pas pensé. Ben, sinon, c'est des urgences, on va dire, plus à moyen terme. Là. Si on prend la Mpox, qu'on appelait variole simienne au début, là, ben, il y avait une propagation de ce variole. C'est un virus? Oui. De ce virus, je ne vais pas dire bactérie, il y avait la propagation de ce virus qui était nouveau. Il fallait qu'on documente, mais qu'est-ce que c'est que les patients ont, pourquoi ça se propage, comment on l'arrête. Donc, on peut appeler ça une urgence à plus moyen terme. Ouais. Et la majorité de tes journées, mettons, tu les passes où? Est-ce que c'est plus comme en clinique ou... Parce qu'on a parlé un peu de tes stages, mais tu sais, j'imagine que tu vas pas à l'hôpital... tant que ça, là. Non, c'est ça. C'est à la santé publique. En fait, c'est dans des bureaux de santé publique. Okay. La santé publique de Montréal est dans l'hôpital Notre-Dame, donc ça donne que c'est dans un hôpital, mais c'est pas auprès des patients, parce que nos patients, c'est des populations. Donc, en effet, on est principalement dans des bureaux. Avec la pandémie, c'était beaucoup en télétravail. Le télétravail est quand même resté en partie depuis la pandémie, ce qui est un peu un défi quand même pour l'isolement que ça peut causer. Mais il y a des gens qui vont au bureau tous les jours, puis il y en a qui y vont de temps en temps. Fait qu'on essaie les résidents d'y aller le plus possible. Les vendredis, on a des après-midi de formation, donc on essaie d'y aller en personne. Donc moi, en ce moment, j'alterne. Je vais beaucoup au bureau. Parfois, je reste chez nous, ce qui peut quand même être pratique au niveau de la qualité de vie, de la conciliation avec les autres sphères de la vie. Mais moi, par contre, j'ai une demi-journée par semaine en clinique. Puis en santé publique, on a l'option de faire ça, de faire un peu de clinique aussi, dans un domaine qui est lié à la médecine préventive. Moi, c'est en santé sexuelle. Donc, j'ai eu la possibilité de faire un stage longitudinal, donc une demi-journée par semaine pendant presque toute ma résidence, sauf pendant la période du Collège Royal, à l'actuel. Donc, j'ai développé quand même une expertise clinique, vu que c'est assez ciblé. Et pendant notre pratique, on peut aussi faire de la clinique selon nos capacités. Là, quand même, je pourrais pas faire du sans-rendez-vous de médecine générale parce que j'ai pas été formée là-dedans. Mais faire du sans-rendez-vous de santé sexuelle, je suis bien formée là-dedans. Donc, c'est ce que je vais faire quand je vais commencer ma pratique. Donc, ça m'aide à garder une certaine balance, tu sais, puis de rester sur le terrain. Oui, c'est cool. Je pense que personne ne sait qu'on peut garder une partie clinique, là. C'est intéressant. Oui, en effet. Ouais. Est-ce que tu vas garder les mêmes patients que tu as suivis pendant ta résidence une fois que tu deviens patron?
Mais j'ai pas suivi de patients pendant ma résidence. J'ai fait beaucoup de sans rendez-vous où on fait pas de suivi. Sinon, à l'actuel, c'est quand on fait des suivis, on voit les patients d'autres médecins. C'est pas comme la résidence de médecine familiale, par exemple, où eux doivent développer leurs compétences de prise en charge. Oui, c'est ça. Ils ont quand même des patients en leur nom. C'est ça. Okay. Ben, moi, c'est pas mon cas. Mais le plan, c'est que je m'oriente pour avoir des patients plus issus de l'immigration, demandeurs d'asile, réfugiés, notamment hispanophones. Il y a beaucoup de demandes où il y a des patients qui sont unilingues hispanophones. Ça donne qu'actuellement, il n'y a pas de médecins qui parlent espagnol à l'actuel. Il y a des infirmières auxiliaires, puis quand les patients doivent voir le médecin, ben ils servent un peu de traduction, de traductrice ou traducteur. Mais ça, je suis contente parce que je peux lier ma passion pour les langues, puis ma passion pour, je sais pas comment le décrire, les différentes cultures, si on veut, et ma passion pour la santé sexuelle et tout ça, puis répondre à un besoin finalement. Donc, même si je suis là juste une journée semaine, ben ça va quand même aider un peu. Et ce qui est intéressant, toute personne qui émigre au Canada passe des tests médicaux. Donc, les tests médicaux, c'est pas pour la santé de la personne, c'est pour la santé de la population canadienne. Donc, ça, c'est de la santé publique, mais c'est au niveau fédéral. C'est l'Association de santé publique du Canada c'est ça? La SPC, c'est ça, qui s'en occupe avec le ministère de l'Immigration. Mais parmi les tests qu'on fait, il y a la syphilis et le VIH, justement parce que c'est des maladies qui peuvent se répandre et qui sont souvent asymptomatiques chez les individus. Donc, à l'actuel, on est une des cliniques de référence quand un de ces tests-là est positif, ou l'hépatite C ou B. Donc, ça fait partie des patients qu'on reçoit, souvent avec une syphilis latente, dormante, là, qui ne causait pas de problème, mais nous, on doit juste la traiter puis nous assurer que la personne soit bien traitée. C'est comme un pont un peu entre les deux domaines. Là. Oui. C'est cool. Très cool. Ensuite de ça, là, on a terminé la résidence. Oui. On a terminé je vais vous nommer comme juste quelques autres branches parce que là, je vous ai parlé de la maladie infectieuse, parce qu'il y en a tellement, mais on est formés, nous, en gestion aussi. C'est juste ça que je voulais mentionner parce que on est tellement peu, les médecins en santé publique, quand on gradue, on devient automatiquement en poste de leadership. Puis avec des tâches de gestion, bon, ça dépend pour quel médecin, mais où on s'occupe d'équipes, puis on s'occupe d'offres de services, où on contribue à décider qu'est-ce qu'on fait. Parce que je vous l'ai dit, la santé publique, ça peut être tout et son contraire. Tout est de la santé. Moi, c'est ce que je trouve beau de la santé publique, mais tu sais, on pourrait faire tout le temps. Et je veux dire, bon, fait que nous, on est formés aussi pour prioriser, pour évaluer les besoins, pour évaluer, c'est quoi les actions les plus efficaces. Donc, on a des stages justement de ça, de gestion, de planification. Puis certains stages, certains sujets qui touchent un peu aux politiques aussi. Fait un des avantages de la santé publique, c'est qu'on a des stages avec des leaders, des gestionnaires. Donc, ça, c'est parce que c'est un tout petit monde, là. Donc, on assiste aux rencontres des directeurs de santé publique du Québec, là, pour donner un exemple. Donc, ça, c'est plus vers la fin un petit peu du R5. Puis ensuite, en ce moment, moi, je suis dans mon dernier stage, c'est au ministère de la Santé, mais depuis quelques mois, c'est une transition vers la pratique, dans le fond. Ça se fait assez tranquillement. Justement, dans ta pratique plus tard, est-ce que tu sais un peu, tu vas aller vers quoi, là, vu que ça s'en vient bientôt? Oui, j'ai pas encore le droit de dire où je vais être, dans quel département. Quoique le temps que le podcast soit publié, peut-être que je vais l'avoir annoncé. Mais je vais dire dans quel domaine je vais travailler, disons. Moi, je m'oriente dans la partie encore plus macro et la plus loin de la maladie possible de la santé publique, c'est-à-dire la promotion de la santé et la prévention des maladies puis des problèmes de santé. Puis particulièrement pour les jeunes de 0 à 25 ans. J'aime ce domaine-là parce que je suis rentrée en santé publique pour maximiser mon impact, disons. Et ce domaine-là, c'est là où on peut encore plus maximiser notre impact parce que quand on agit sur des enfants et qu'on leur donne un environnement de vie
pas liés à la santé, là, juste un environnement dans lequel grandir qui favorise leur développement puis leur bien-être, ben finalement, c'est un service pour le système de santé parce que c'est éventuellement des adultes de 45 ans qui n'auront pas de maladies cardiovasculaires ou des personnes âgées qui n'auront pas de cancer des poumons, par exemple. Oui. Là, je généralise. Là, on n'est pas capable de faire le lien d'un individu à ce qu'on lui a épargné. Ouais. C'est ça, en santé publique, qui est difficile, mais on le sait théoriquement que plus tôt on agit, plus d'individus dans le futur vont avoir une bonne santé. Et encore plus tôt que ça, moi, c'est ce que je trouve fascinant, c'est agir pour les femmes enceintes. Donc, la grossesse et le moment postpartum, c'est un moment très vulnérable. C'est un moment où on note beaucoup les inégalités d'accès aux soins, les inégalités en termes de capacité à subvenir à nos besoins de base. Si on pense, bien entendu, à la femme, là, mais si on pense au petit bébé, il y a beaucoup... tous les déterminants sont comme maximisés à ce niveau-là. Donc, si on commence au niveau de la femme enceinte puis de la grossesse pour supporter la femme enceinte, ben on a quand même un impact important. Fait que c'est vers ça que je me dirige. 4 jours semaine, puis 1 jour en clinique. OK. Voilà. Est-ce que ton choix a été un peu orienté par la pédiatrie sociale? On dirait que j'entends un peu la volonté de mettre les enfants dans un environnement plus sécuritaire. C'est une bonne question. Je sais pas. Mais je pense que oui, je vais aimer ça parce que j'aime beaucoup les enfants. Puis, pour moi, c'est important de leur donner un milieu de vie où ils peuvent se sentir bien. Mais c'est plutôt mon désir d'impact qui m'a fait choisir cette branche-là et aussi l'équipe. Donc, il y a eu un poste ouvert, j'ai appliqué, puis c'est une équipe que j'appréciais beaucoup. Et en santé publique, on peut quand même changer de domaine assez librement, si on veut. Mais je voulais commencer ma carrière, déjà que c'est un milieu très vaste, puis bon, où je suis un petit peu insécure là, pour le début de la pratique. Donc, je voulais être dans une équipe en qui j'avais confiance, puis que je savais que ça allait être un environnement comme sécuritaire pour commencer. Mais c'est vrai que ça fait partie un peu de ma motivation d'aller dans ce domaine-là. Oui. On passerait maintenant à une prochaine petite section, puis on va vous poser des questions comme ceci ou ceci, puis vous répondez comme vous sentez, là. OK, c'est bon. Fait que, première question, est-ce que vous pensez que... Qu'est-ce qui a le plus gros impact? Faire de la prévention sur comme les tout jeunes ou sur comme les adultes? Vous l'avez dit un peu que c'était plus les tout jeunes, mais quelle sorte de prévention on peut faire auprès des adultes? La prévention auprès des adultes, on peut agir en promotion, c'est-à-dire avoir des environnements qui favorisent la santé des adultes. Puis par environnement, on a l'environnement de travail, on a l'environnement du logement. Là, vous me faites pratiquer mon collège royal. Bon, il est déjà passé. Non, mais l'environnement du logement, l'environnement alimentaire, l'environnement physique, le quartier, la sécurité. On a tout plein de déterminants. Pour les adultes, on veut beaucoup agir au niveau des habitudes de vie aussi, puis favoriser les habitudes de vie. Donc, par exemple, on peut penser à des politiques comme taxer les boissons sucrées ou taxer les produits du tabac. Mais c'est ça, pour les adultes, on peut aussi agir sur les conditions de vie, puis il n'est jamais trop tard pour avoir un impact. Okay. L'impact se fait peu importe le moment dans la vie. Puis, comme chez les enfants, chez les adultes, chez les personnes âgées, il y a des populations plus vulnérables. Donc, en santé publique, moi, j'aime le concept d'universalisme proportionné. Donc, l'universalisme, ça veut dire on a des mesures égales pour tout le monde. Donc, taxer des boissons sucrées, par exemple, c'est une mesure universelle. Tout le monde va être touché par ça. Mais universalisme proportionné, ça veut dire qu'on va avoir une proportion d'intervention plus importante pour des personnes plus vulnérables. Okay. Donc, chez les adultes, on travaille pour la santé globale des adultes tout le temps. Mais pour certains groupes de la population plus vulnérables, on va avoir plus d'interventions. Comme au niveau des habitudes de vie, des personnes en situation d'itinérance, des personnes qui consomment
des drogues, par exemple, des personnes issues de l'immigration, pour donner des exemples. Oui, OK. Comme prochaine question, on a vu aussi là, qu'il y a été beaucoup sur TikTok là, sous le nom de MD Coloré. D'ailleurs, si tu veux nous dire pourquoi ce nom. Mais la question, c'est est-ce que tu trouves que ça a le plus d'impact quand tu donnes des faits sur, par exemple, la santé sexuelle ou plus si tu viens démystifier des mythes par rapport à la santé sexuelle ou ce qu'on peut entendre des fois par rapport à certaines maladies? Plus d'impact. Mais si on documente l'impact par le nombre de personnes qui voient et qui écoutent mon contenu, je dirais démystifier des mythes. Je pense que j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux, quand comme briser des tabous, je sens mon utilité sur les réseaux sociaux quand je fais ça. Maintenant, moi, j'adore enseigner. J'aime ça, comme parler des faits, puis dire hey, savais-tu que la syphilis, c'est causée par Treponema pallidum? Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui va scroller sur TikTok qui va faire « Ouh, intéressant! » Fait que moi, j'aime ça. Pour les gens qui l'écoutent, je pense que ça fait une différence. Mais sur les réseaux sociaux, si tu veux faire une différence, faut que les gens écoutent ton contenu. Ouais. Fait que moi, le contenant, je mets même plus d'efforts sur le contenant que sur le contenu parce que c'est pas comme des élèves qui sont forcés de m'écouter dans une classe. Là, là les gens sont pas obligés de m'écouter. Donc, briser des tabous, parler de sujets sensibles, déstigmatiser des enjeux, puis le faire notamment via des jeux de rôle, là. Puis parler de santé sexuelle, quand je parle de ça, puis de sujets plus sensibles, en me mettant dans la peau du médecin comme si j'avais un patient devant moi, c'est les vidéos qui fonctionnent le mieux. Donc, je dirais que l'impact est plus là. Je pense que c'est super pertinent, là. Puis, justement, ça l'intéresse d'autres gens qui sont en dehors de ce milieu-là. Donc, c'est vraiment cool. Oui, puis quand je fais des vidéos de santé sexuelle, ceux qui fonctionnent le mieux, c'est parce que ça arrive en Europe francophone. Ah ouais. Donc, je sens que, par exemple, en France, il semble avoir aussi le même besoin que nous, on a de parler sans tabou de santé sexuelle. Mais je peux dire, j'ai un défi ces temps-ci qui est, parfois l'algorithme détecte des mots comme si mon contenu était vulgaire ou quelque chose. Donc, bloque un peu mon contenu. Mais je suis en contact avec quelqu'un de TikTok Canada qui travaille un peu là-dessus. C'est une fine balance quand même. Mais moi, le but, justement, de mon contenu, c'est de dire les vrais mots. Donc, je veux dire pénis, vagin, vulve. Mais c'est un petit peu dommage que ces mots-là soient considérés comme étant vulgaires, si on veut, alors que c'est des termes anatomiques. Bon. Mais je pense que c'est ça. J'essaie de pas mettre de beep par-dessus les mots parce que je trouve que ça enlève un peu l'objectif, en fait, là, des mais encore une fois, je sais pas pourquoi je disais ça. Mais parler de santé sexuelle, oui, je pense que c'est important. Et dernière question, en rafale. Qu'est-ce que tu préfères ou qu'est-ce qui est le plus efficace entre transmettre l'information via les médias sociaux ou les médias traditionnels? Ben, c'est une réponse poche, mais je pense vraiment qu'on a besoin de faire les deux. En santé publique, il faut communiquer puis donner de l'information pour capaciter les individus à prendre des décisions puis mieux comprendre leur santé. Pour ça, il faut parler à tout le monde. On peut pas parler à tout le monde juste avec les médias traditionnels, qui est souvent la méthode employée. Mais on peut pas parler à tout le monde via les médias sociaux non plus. Donc, je pense qu'il faut diversifier les types de médias. Je pense que si je répondais les médias sociaux, ce serait pour tirer un peu de ce bord-là de la couverte parce que on tire trop parfois de l'autre côté en disant, ben, je vais aller à la radio puis je vais parler de mon message ou je vais faire un communiqué de presse puis les gens vont entendre mon message. Je pense que TikTok, c'est une des applications qui est plus associée au plaisir, au divertissement. Il y a de la place pour l'information là-dedans. Puis je pense que ce qu'il faut se rappeler, puis même pour tous les futurs médecins, tous les professionnels de la santé, c'est que tout le monde veut entendre parler de santé et tout le monde veut comprendre sa santé puis veut prendre des décisions pour sa santé. Comme clinicien, on a le rôle d'informer nos patients, mais ceux qui le veulent, il y a toujours de la place pour prendre la parole. On a besoin d'une diversité de gens qui vont capter l'attention d'une diversité de gens sur différentes plateformes.
Fait que... ouais, je vais devoir répondre les deux. C'est bonne. Ouais, ben merci beaucoup. C'était Hey, vraiment merci pertinent. à vous. Merci pour ce que vous faites. Vous êtes super Ben, bonne. merci à toi aussi. Je pense qu'on apprécie beaucoup ce que tu fais. Puis c'est important. Puis on est vraiment contente encore une fois de t'avoir reçu. Ouais, là. on sait maintenant c'est quoi un médecin de la santé publique. Ah, merci de me donner l'opportunité de répandre la bonne nouvelle. Mais je vais finir en disant que moi, je suis persuadée que tous les étudiants en médecine aiment la santé publique. Peut-être pas pour faire ça de leur vie, mais parce que si on est en médecine, c'est parce qu'on aime les gens, puis on veut aider les gens malades, puis on veut les aider à être en meilleure santé. Donc, il y a toujours des enjeux de santé publique qui vient toucher comme notre passion pour la médecine. Fait que, vive la santé publique. Merci. Un beau mot de la fin. Merci à vous.